le lien avec la police, il y a un lien à faire entre la marge de manœuvre qu'on donne à la police, la gentrification qu'on vit ici à Montréal, le milieu carcéral, ce qu'on vit, la discrimination dans le milieu de l'emploi, tout est interrelié. Il y a des gens qui se sentent comme s'ils vivaient sur une plantation. Et s'ils lèvent trop le bras, ou si même ils lèvent le bras, leur espérance de vie peut être écourtée. On est là pour dire que on comprend la frustration des gens à Ferguson. On aimerait que le système puisse la comprendre aussi. Alors j'aimerais céder la parole à Bobette. Bobette. OK. On m'a demandé hier soir d'écrire un speech pour aujourd'hui, mais j'étais un peu partie sur le party, fait que j'ai comme pas eu le temps de rien écrire. Mais je vais vous lire un texte que j'avais écrit quand on avait organisé une vigile pour le dernier mort tué par le SPVM. Donc, voici le texte en question. Nous savons tous très bien que le SPVM a les mains sales. En fait, nous voyons de plus en plus que pratiquement tous les corps policiers du Canada peuvent se réjouir de matraquer et de tirer sur les gens comme bon leur semble, sans avoir aucune conséquence. Ne nous le cachons pas, le SPVM, en ce qui concerne Montréal, est tranquillement mais ouvertement en train d'instaurer un État policier. Nous l'avons très bien vu lors du printemps érable que face à un cri du peuple, la tentative accrue d'un État policier fut mise de l'avant. Des centaines de personnes se sont vues poivrées, matraquées, arrêtées et j'en passe, complètement innocemment. Et évidemment, sur les centaines de plaintes amenées en déontologie policière, seulement quelques dizaines d'entre elles ont été retenues, dont nous attendons toujours les résultats, sans grand espoir. Prenons le cas par exemple de Francis Grenier, qui est présentement en processus pour une poursuite contre le SPVM pour 350 000 $. Et évidemment, quelle surprise, le SPVM se défend pathétiquement en disant que c'est tout simplement impossible qu'une grenade assourdissante aurait pu causer la perte de son œil. Ils sont même à dire que c'est à cause de ses lunettes qu'il aurait perdu son œil. Parlons maintenant de la très chère déontologie policière. Cette cour de justice spéciale composée de flics retraités ou de policiers qui n'ont plus la force de matraquer des gens, dont en passant le père de l'agent 728 faisait autrefois partie, est censée être là pour les personnes qui ont été de malheureuses victimes de la répression policière. Le but étant de punir les policiers qui abusent un peu trop de leur pouvoir, le résultat en est des plus dégradants. Les policiers s'en sortent généralement avec une note au dossier ou d'une suspension avec solde. D'ailleurs, les avocats de gauche recommandent de plus en plus de laisser la déontologie policière et de traîner les flics à la cour de la petite créance. Je vais maintenant vous énumérer quelques exemples des plus concrets d'impunité policière à son plus fort. Tout d'abord, nous avons l'affaire Villanueva. Ce jeune homme de 18 ans qui a été innocemment tué le 9 août 2008 par le policier Jean-Loup Lapointe, réputé pour faire chier les petites gangs de rue et les personnes de couleur. Aucune accusation n'a été portée contre lui. Nous voici maintenant en 2014 et le policier Lapointe vient d'être promu au groupe tactique d'intervention du SPVM, autrement dit le SWAT. La famille Villanueva est présentement en processus pour une poursuite contre ce policier de 990 000 $. Ensuite, nous avons l'affaire Mario Hamel. Cet itinérant de Montréal, connu de tout le monde, est réputé pour être un homme très calme. À l'été 2012, Mario se promenait dans les rues et éventrait des sacs poubelles avec un petit canif. Deux policiers sont alors intervenus et se sont sentis automatiquement menacés par ce petit canif. Les policiers, dans leur déclaration, ont déclaré que Mario les menaçait de face avec son canif. Chose bizarre, Mario a été tiré de loin et dans le dos à plusieurs reprises, et une balle perdue tirée par un des policiers a tué un innocent qui passait par là et qui allait travailler, Patrick Limoges. Encore une fois, aucune accusation n'a été portée contre ces policiers, même pas une note au dossier. Allons maintenant du côté de Toronto pour parler de Sami Yacine. Ce jeune homme de 18 ans qui, un soir, se trouvait seul dans un tramway avec un couteau de poche à la main. La police est alors arrivée en trombe, n'a posé aucune question ni quoi que ce soit et le policier James Portillo a ouvert le feu gratuitement sur le jeune homme. Au total, 9 coups de feu ont été tirés sur la pauvre victime. Après 3 coups de feu, Sami était par terre en sang et le policier a quand même tiré 6 balles supplémentaires sur le corps qui gisait inerte sur le sol. Le policier a été accusé de meurtre non prémédité et a été libéré moyennant une caution de 510 000 $ seulement 2 jours après le drame. Encore une fois, nous n'espérons
justice équitable par rapport à cet abus. Même que suite à cet événement, le service de police de Toronto a exigé que tous les policiers de la ville portent constamment sur eux un pistolet à décharge électrique, un taser. Peu de temps après cet événement et l'annonce concernant le taser obligatoire, une dame de 80 ans, Mme Pascal, sera la prochaine victime à connaître l'infâme nouveau jouet de la police de Toronto. Elle marchait tranquillement dans la rue lorsque 3 policiers l'ont approchée. La suite de l'histoire reste nébuleuse encore aujourd'hui car personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais la dame s'est retrouvée tasée et amenée à l'hôpital d'urgence avec de multiples fractures. De nombreuses manifestations furent organisées pour demander justice et évidemment aucune réponse de la part des autorités. Maintenant, reportons-nous 4 ans en arrière lors du G20 de Toronto, dont la plus grande arrestation de masse de toute l'histoire du Canada fut produite. 1100 personnes se sont trouvées arrêtées et incarcérées dans des conditions des plus pitoyables et inhumaines. Les procès des policiers viennent tout juste de commencer. Le premier policier à être accusé vient de passer en cours. Le flic concerné se nomme Glenn Weddell et il a fracturé l'épaule d'un journaliste lors du G20. Ces accusations étaient voies de fait ayant causé des lésions corporelles et voies de fait armées. Devinez quoi? Il a été acquitté. Pour terminer, je vous ai gardé la cerise sur Sunday, la fameuse Stéphanie Trudeau, alias matricule 728. Je ne vais pas trop m'attarder sur son cas dû à sa célébrité dans les médias, mais elle est un exemple typique d'un cas d'impunité policière. Cette folle qui, après avoir poivré justement des manifestants, avoir pratiquement étranglé des hosties gratuites de guitare, entre parenthèses, dans un appartement, avoir proféré des menaces à son chef supérieur, toutes les accusations portées contre elle furent abandonnées et elle s'est ramassée dans un tout inclus à Cuba grâce à sa suspension avec solde. Il y a présentement une poursuite de 395 000 $ contre cette dame et contre le SPVM pour conduite abusive, injuste et discriminatoire. Il faut se rappeler que les policiers énumérés plus haut ne sont que des pommes pourrites parmi tant d'autres. Entre 1987 et 2012, au-dessus de 90 personnes ont été injustement tuées par le SPVM de Montréal. Imaginez le nombre total si on ajoute à cela les morts à l'extérieur de Montréal. Pensez si bien, qui nous protège la police. Merci. Kim Dominic Ferguson. Good afternoon, brothers and sisters. How are you today? Good. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, brothers and sisters. Thank you. My name is Kim Dominic Ferguson, so I just find it ironic that my history has been implicated into very, very different things, corruption, assassination, and then this added to the shelf. My grandfather was assassinated in 2000, and now my name is associated with horror. What we're fighting right now, in my opinion, is not racism. What we're fighting right now is hatred. What we're fighting right now is a lack of love for people that are standing beside each and every one of us. Because if you have love in your heart, there's no room for hatred. And hatred is taught. It is not innate. And I'm not talking about, people who are sociopaths and stuff like that. That's a sickness. I'm talking about somebody hating someone because they look differently. They sound differently. They move differently. What we need is more love. What we need is for the police to understand that you have to love the person that you are paid to protect. You have to love the person that is paying you to protect them. Because every time I get my paycheck and 60% of it is gone or 40% of it is gone or whatever percentage is gone, there's a big percentage that goes right here. Each and every one of us that pay our taxes. I'm tired of the atrocities.
I'm tired of everything that we are subject to just because we're different. Not because we're black or Muslim, but because we're different. And we're hated because of that. Oh, my people need to stop fight one another. Marcus Garvey should be turning in his grave. Oh, my people need to come together. Where Bob said, it's time to emancipate. The rhythm of the world change, revolution coming home. People them a get brave, find the strength in their voice we say. It's not a time for we mourn all the passings of we sons. Time to blow the horn of the revolution. Separate we self from segregation. 1960s with the civil nation. Walk in peace like Martin Luther. Reverberate your voice a la Malcolm X. No more nigga them a wiggle for your entertainment. Fire come and beat you, we have to burn them with purification. Fire from the top of Mount Olympus. Miss Fox sit up on a racist bus. Them assassinate me from them here crucifix. No more of this war and suffering, no more. Want to leave the planet, no more. They can't abandon it. The General Tubman fight for it. I just wanna live as a human being. Don't wanna walk around as an unseen. It makes no sense from colors you're fleeing. The color of my skin ain't who I be. Question every moment. I truth to me black while you make that comment. Suspicion is a sign of a bigger problem. Forgive the past so we can heal the youth them. No more of this war and suffering, no more. We need to heal the planet, no more. We can't abandon it. The General Tubman fight for it. Oh, my people need to stop fight one another. Marcus Garvey should be turning in his grave. Oh, my people, we need to come together. Where Bob said, it's time to emancipate. 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 Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Emancipate. Spread love, not hate. Thank you. I don't know who's next. Alex? Yeah? Merci. Alors, samedi de la semaine passée, je participais à la vigile pour commémorer le 6e anniversaire du décès de Freddy Villanueva, un jeune de 18 ans non armé qui est tombé sous les balles de la police le 9 août 2008. Et au même moment où nous tenions cette vigile-là, il y avait un autre jeune homme de 18 ans qui est tombé sous les balles de la police, cette fois-ci dans la petite ville de Ferguson, dans l'État de Missouri. Et comme Freddy Villanueva, Michael Brown, également âgé de 18 ans, n'avait aucune arme sur lui. Et comme dans le cas de Freddy Villanueva, cette bavure policière a été suivie d'émeutes à Ferguson. Et comme dans le cas de Freddy Villanueva, la police a prétendu que Michael Brown avait tenté de désarmer le policier Darren Wilson, au même titre que la police a prétendu que Freddy Villanueva avait tenté de désarmer l'agent Jean-Loup Lapointe, matricule 3776, qui a tiré 3 balles réelles sur lui, mettant fin à sa vie le 9 août 2008. Évidemment, les policiers savent très bien que lorsqu'ils enlèvent la vie à un jeune qui avait toute la vie devant lui, justement, et que ce jeune-là n'est pas armé, les policiers sont très conscients qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés à faire croire au public que c'était de la légitime défense de leur part. Les policiers, bien entendu, lorsqu'ils abattent quelqu'un qui avait une arme dans la main, que ce soit un couteau, ça passe beaucoup mieux dans l'opinion publique. Mais lorsque
ils n'ont pas de couteau, leurs victimes, il faut qu'ils inventent une histoire. Et cette histoire-là, ce scénario-là, comme quoi que la victime a tenté de désarmer le policier, il est de plus en plus utilisé par les forces policières, tant aux États-Unis qu'au Canada. Moi, je peux vous dire qu'au Canada, j'ai trouvé au moins 7 cas de décès de citoyens durant une intervention policière, suite auquel la police a prétendu que la victime avait tenté de s'emparer de l'arme du policier. Le premier de ces cas, le plus ancien que j'ai trouvé, c'est le décès de Michel Lavoie, 24 ans, abattu par un policier de la Sûreté du Québec dans le quartier de Centre-Sud en novembre 1989. La police a prétendu que Michel Lavoie avait tenté de dérober l'arme du policier. Il y a eu le cas de Hod Dawson, un homme noir âgé de 31 ans et père de 2 enfants, qui a été abattu par la police de Toronto de 11 balles, 2 balles de plus que pour Sami Yatim. 11 balles, dont 10 balles ont été tirées par le policier Rick Shank. Ce policier Rick Shank n'en était pas à sa première bavure policière. 4 ans plus tôt, il avait enlevé la vie à un autre homme noir, celui-là qui s'appelle Yann Collet, 22 ans, en avril 1993. Dans le cas de Hod Dawson, les policiers n'ont pas trouvé d'armes. En fait, Hod Dawson était assis dans son char quand une équipe de policiers en civil ont entouré sa voiture et ont bien gentiment brisé toutes les vitres de la voiture de Hod Dawson avec leur matraque et la crosse de leur pistolet semi-automatique avant de le frapper au visage. Et Rick Shank, qui savait très bien qu'il était dans l'eau chaude, parce que c'était le 2e homme noir qu'il tuait en l'espace de 4 ans. Donc il est arrivé avec cette histoire-là comme quoi que oui, mais comme il a essayé de grabber mon gun. Cependant, la couronne n'a pas acheté son histoire, puisque l'enquête a permis de déterminer que Hod Dawson, au moment où il a été atteint par les 11 balles tirées par la police de Toronto, à ce moment-là, Hod Dawson, il ne pouvait plus voir tellement qu'il y avait du sang dans la face. Le policier Rick Shank a été accusé d'homicide involontaire. On ne se surprendra toutefois pas qu'il ait été acquitté. Il y a aussi le cas de Tony Romaniello, 44 ans, père de famille, abattu par l'agent Randy Martin durant le temps des fêtes de décembre 1998, abattu chez lui, dans sa demeure, devant toute sa famille, lors d'une intervention policière assez inusitée. 4 policiers débarquent chez la famille Romaniello suite à une conversation avec Enzo Romaniello, un des fils de Tony Romaniello. Le policier s'est senti menacé. Et une semaine plus tard, il débarque chez la famille Romaniello et l'intervention dérape rapidement au point tel où non seulement Tony Romaniello est abattu de 3 balles, mais en plus de ça, il y a son autre fils, Rocco Romaniello, qui reçoit un projectile d'arme à feu dans l'estomac. Et finalement, il y a Enzo Romaniello qui est lui-même accusé, enfin la police allègue qu'il aurait tenté de s'emparer de l'arme d'un policier durant l'intervention policière qui a coûté la vie à son père. Cependant, la couronne a éprouvé des doutes quant à la validité de la version policière, de telle sorte que l'agent Randy Martin a été accusé de meurtre de second degré en rapport avec le décès de Tony Romaniello et que 2 autres des policiers, dont 3 des 4 policiers impliqués dans cette intervention policière désastreuse, ont dû répondre de leurs actes devant un tribunal de justice. Ils ont, comme vous pouvez bien l'imaginer, été acquittés, mais il est important aussi de dire que cette histoire comme quoi que Enzo Romaniello aurait tenté de s'emparer
de l'arme d'un des policiers n'a pas survécu à l'épreuve des faits, puisque 2 ans après cette horrible tragédie, la couronne a abandonné toutes les accusations portées contre lui. Il y a eu le cas de Darren Varley, abattu par un agent de la GRC du nom de Michael, son nom m'échappe, excusez, dans une cellule d'un poste de police de la GRC en octobre 1999. Ce policier a également prétendu que sa victime, Darren Varley, avait tenté de s'emparer de son arme. Et encore là, la couronne a été incapable d'avaler cette histoire-là, de telle sorte que le policier, dont malheureusement, je n'arrive pas à me rappeler de son nom parce que j'avais tout oublié j'avais tout écrit mon discours sur un bout de papier puis il est tout tombé pendant que je roulais en bicycle. Donc, ce policier-là a été accusé d'homicide involontaire et, fait rare, il a été trouvé coupable et il a été envoyé au pénitencier pour servir une peine de 4 ans de prison, faisant de ce policier, dont j'aimerais beaucoup me rappeler le nom, un des rares policiers à avoir fait de la prison pour enlever la vie d'un citoyen. Il y a eu le cas de Otto Vass, 55 ans. Les policiers se sont mis à 4 sur lui, à le frapper à coups de matraque sur la tête, sur les bras, sur les jambes. Il est décédé d'une embolie. Une autre bavure policière qui a mis la police de Toronto dans l'eau chaude, puisque des témoins civils qui ont tout vu ont raconté aux journalistes que ça avait été de la brutalité policière, de la sauvagerie policière pure et simple sur cet homme-là. Et c'est peut-être sans doute pourquoi qu'un des 4 policiers impliqués, l'agent Philippe Duncan, a décidé de sortir cette histoire-là, comme quoi que oui, mais il avait essayé de s'emparer de mon arme. Et une fois de plus, la couronne n'a pas acheté cette histoire-là. Les 4 policiers impliqués ont tous été accusés d'homicide involontaire pour être acquittés 3 ans plus tard. C'est le décès de Otto Vass, je le souligne, est survenu un 9 août, la même journée que le décès de Freddy Villanueva et de Michael Brown. Dernier décès que j'ai pu trouver dans mes recherches, le décès de Sean Price, 36 ans, à Edmonton. La policière qui a fait feu, qui a tiré 2 projectiles d'arme à feu sur Sean Price, a prétendu que celui-ci avait tenté de dérober l'arme de son partner, une version toutefois contredite par la compagne de Sean Price, qui a été témoin de toute la scène. Tout ça pour dire que, heureusement, il y a encore des gens qui n'avalent pas tout rond les scénarios préfabriqués par les services de relations publiques des forces policières. Heureusement qu'il y a encore des gens qui sont capables de rejeter ces histoires à dormir debout de « Ah oui, il a essayé de s'emparer de mon arme, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite ». C'est tellement vrai que même le coroner André Perrault, celui qui a fait l'enquête publique sur les causes et circonstances du décès de Freddy Villanueva, même le coroner André Perrault, qui est juge à la Cour du Québec, n'a pas cru au récit de Jean-Loup Lapointe, comme quoi que Freddy Villanueva aurait tenté de s'emparer de l'arme à feu du policier Jean-Loup Lapointe. C'est écrit clairement dans le rapport du coroner. Et on espère qu'il y aura aussi des enquêteurs, des district attorneys et des juges qui ne croiront pas non plus à l'histoire du policier Darren Wilson qui prétend que le jeune Michael Brown a tenté de le désarmer. Merci. Salut tout le monde, hi everybody. J'aimerais remercier ce monsieur-là, je le trouve incroyable. C'est très important en société d'avoir du monde comme ça qui fait des recherches et qui ont tout écrit très descriptivement, comme ça au cas où quelque chose arrive et les policiers essaient de mentir, qu'il y aura des gens qui ont fait des recherches puis qui savent qu'est-ce qu'ils disent. Puis, je trouve c'est important d'avoir du monde comme ça, puis je vous remercie. Hi everyone. I'm a young, educated, black female. I'm not aggressive. I'm not mad. I'm very happy. And I love life.
OK? Je suis une jeune fille éduquée. Je ne suis pas agressive. OK? Je suis très contente, je ne suis pas fâchée. OK? J'aime la vie. Je suis très déçue qu'il n'y a pas eu plus de jeunes de mon âge qui sont sortis. Des jeunes noirs, des jeunes arabes, des québécoises. Je suis très déçue de ne pas voir des jeunes de mon âge qui sont ici parce que c'est nous le futur. Puis s'il y a beaucoup de policiers qui tuent des jeunes comme ça, qui ont tout le futur devant eux, qu'est-ce que ça va être? Il y a beaucoup de monde qui vont prendre leur retraite. C'est nous, la prochaine génération. C'est nous. Puis on ne peut pas laisser les policiers nous abattre. On ne peut pas laisser les policiers faire ce qu'ils veulent de nous. Ils sont là pour nous protéger apparemment. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais tuer des jeunes, là, je pense pas que c'est protégé. Je pense pas que c'est protégé, ça. Ils ont tout un système qui leur protège, là. Puis, oui, on peut faire des protestes. On doit avancer plus. On doit faire plus de choses. Parce que ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus. Puis c'est pas normal que des jeunes de mon âge meurent d'eux-mêmes. Puis leur vie, ils sont à terre sans vie. Puis il y a du monde qui prétend être des prêtres, qui prétend être ci, qui prétend être ça, qui sont même pas apparus parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Il faut reconnaître ce qu'il est faux puis ce qu'il est vrai. C'est nous la société. C'est nous le gouvernement. C'est nous le gouvernement. C'est nous. Sans nous là, si tout le monde décide de ne pas travailler aujourd'hui, il n'y aura pas de revenus. Il faut qu'on prenne notre part. Je suis noir, tu es blanc, tu es arabe, tu es chinois. On prend notre place. Je suis au Québec, je suis née ici au Québec. Mais c'est pas vrai que je vais ressentir de la racisme. Je ressens de la racisme à chaque matin, je me lève. Du monde qui soupire parce que je marche de la rue puis je prends ma place. C'est pas vrai que je vis ça. Je suis noire, je suis née au Québec, je me considère une Québécoise, je suis montréalaise, j'ai vécu toute ma vie à Montréal, puis j'aime ça. Fait que dis-moi pas que parce que je suis noire que je vais vivre du racisme, tu vas pas gâcher ma vie. Les policiers, j'ai un message à vous dire. J'ai pas peur de vous. J'ai pas d'armes. Je suis pas agressive. J'ai pas peur de vous. J'en ai marre que beaucoup de gens se fassent tuer par les policiers. C'est pas normal. Puis, je suis très déçue qu'il n'y a pas eu plus de jeunes qui sortent. Je vais essayer de faire ma part pour avoir plus de jeunes comme moi, parce que c'est nous le futur. Je vous remercie tout le monde d'être venu participer et d'encourager d'encourager le cas. J'espère que en Missouri que tout va bien aller, puis qu'ils cessent comment on dit ça là? Le confrontement de guerre, ils agissent comme ça, comme si c'était une guerre. C'est du monde comme nous qui sont en train de protester, mais parce qu'ils sont noirs, ils prennent différents tactiles. C'est un système, puis il faut le combattre. C'est une stratégie, puis il faut get to the bottom of the stratégie. Désolé pour mon français, là, mais il faut comprendre c'est quoi la stratégie qu'ils utilisent. Parce que je suis pas une bagarreuse, là, mais je sens comme si c'est la guerre. C'est la guerre. Je marche dans la rue, je me sens comme si je suis dans une guerre. Pourquoi vivre la guerre? Je pensais que c'était